Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous dans ce Facebook Live. Vous voyez, je suis pas toute seule, mais tout d'abord, je me présente, Roselyne Filion. C'est moi qui va monitorer, animer ce panel de discussion-là qui est prévu de durer 60 minutes. Et notre discussion d'aujourd'hui, on continue ce qu'on avait fait il y a quelques temps. On parle de changer le sport, on parle de créer un leadership encourageant. Et tout d'abord, le leadership, c'est de guider, d'influencer un individu, un groupe, une organisation. C'est là qu'on veut mener la discussion aujourd'hui, mais surtout au niveau des femmes dans le sport. Et je suis déjà très bien accompagnée. J'ai avec moi Chantal Vallée, qui est entraîneur de basketball pour les Lancers de Windsor, et Mélodie Daou, championne olympique en hockey sur glace. Bonjour, madame. Bonjour. Allô. Vous allez bien? Oui. Oui. Super bien. Écoutez, même avant qu'on entre dans le Facebook Live, vous étiez déjà en train d'avoir une discussion sur notre thématique d'aujourd'hui. Et je veux vraiment vous relancer ce que vous disiez parce que c'était très touchant et intéressant. Puis je vais commencer avec toi, Mélodie, parce que justement, j'avais vu sur tes réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps que tu mettais de l'avant l'importance de la parité dans le sport, surtout en hockey sur glace, qu'on veut avoir le même, peut-être un même circuit que les hommes, la paye, parce que dans ton cas, t'as dû trouver un autre emploi pour combler les besoins parce que être une femme entraîneur d'une équipe féminine, c'est pas suffisant. On n'est pas comme chez les hommes. Est-ce que c'est une bataille? C'est peut-être une bataille d'une vie, mais celle que tu mènes avec brio, comment tu entrevois l'avenir là-dedans? Moi, je crois que c'est vraiment important de mettre justement les femmes de l'avant. Puis encore là, tu le fais aujourd'hui avec nous, de nous avoir sur un panel comme ça, c'est exceptionnel. Puis c'est ça, quand on a fait le post pour la parité, dans le fond, eux, c'est ça, c'est leur mission d'accompagner les femmes dans le sport pour essayer d'avoir une équité entre qu'est-ce que les hommes y ont et qu'est-ce que les femmes ont. Puis pour nous, c'est quelque chose de très important. On se bat jour et nuit dans le hockey féminin pour justement avoir une équité, non seulement côté, je dirais, côté... excuse, je t'ai perdu dans mon écran. Ah, OK, excuse. Non seulement côté salarial, mais aussi sur le côté tout ce que les athlètes auraient besoin, comme les physiothérapeutes, les docteurs, les accès aux glaces gratuitement, nos déplacements dans les hôtels, se déplacer autant en autobus qu'en avion. C'est des petites choses qui font une énorme différence, mais aussi, il y a des femmes qui travaillent du 9 à 5 à chaque jour, puis qui vont s'entraîner, puis après ça, ils arrivent pour aller sur la glace. C'est pas vrai que les femmes peuvent être autant bonnes qu'un gars qui focus seulement sur son entraînement à une heure respective, puis après ça, va sur la glace. Donc, c'est des conditions de travail qu'on essaye aussi d'avoir qui ont de l'allure, pas des pratiques à 9 heures le soir, mais bien des pratiques dans la journée, puis qu'on puisse faire de ça une vie, dans le fond, qu'on n'ait pas besoin d'avoir 3-4 jobs à côté pour combler les trous au niveau financier. Puis, on vient justement de signer Secret déodorant, que je parlais justement avec Chantal, $1 million qui a été donné à notre ligue PWHPA pour le hockey. Donc, des entreprises comme ça qui nous soutiennent, c'est énorme. Puis du coup, Chantal, de ton côté en basketball, est-ce qu'on est dans la même bataille ou tranquillement, pas vite, les femmes font leur chemin dans le circuit féminin de basketball? Oui, c'est une question intéressante parce qu'en fait, puis je dois dire tout d'abord, j'ai dit à Mélodie, d'ailleurs, je suis très contente d'entendre de Secret. Là, je vais changer pas changer, mais j'ai aussi ce Secret, mais je vais continuer à acheter ce déodorant. Là, c'est vraiment super. Mais au niveau du basketball, je pense que ça va un peu mieux, mais quand même, moi, j'ai dû me battre un peu dans ma carrière personnelle, même en tant que coach, au niveau d'équité salariale également. Puis même si je travaillais pour une université, au départ, c'était pas égal. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions que j'amenais toujours à mon patron, puis que j'ai continué à me battre comme ça jusqu'au moment où l'équité salariale est devenue de mise, est devenue part à part. Mais
même, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années déjà, on m'avait bien dit, ben écoute, il faut que tu gagnes des championnats pour faire plus d'argent. Mais c'était pas quelque chose qui était demandé de l'entraîneur, des entraîneurs masculins. Et donc, j'ai dû vraiment établir un programme hors pair en gagnant beaucoup de championnats nationaux pour retourner justement à cette table de négociation. Et ça, c'était quelque chose qui était intéressant, qui par la suite, j'ai vu dans notre système universitaire d'emploi, qui n'était plus le cas. Les femmes qu'on a engagées par la suite comme entraîneurs étaient traitées tout à fait de façon égale au niveau de ça. Donc, il y a définitivement eu une amélioration à ce niveau. Puis, je dirais aussi qu'au niveau du basketball, je pense que au niveau professionnel au Canada, ben, on n'a pas de basketball féminin professionnel, mais lorsqu'on regarde la NBA qui a endossé justement la WNBA, ça, c'était super important. Et c'est ce que les femmes de hockey, c'est ce qui leur manque, en fait. Hein, c'est la Ligue nationale de hockey qui n'a toujours pas là, pris sur leur tutelle les femmes, en fait. Ça, c'était un énorme avancement. Puis lorsqu'on a un gars qui est en charge de la NBA comme Adam Silver, qui est le grand Manitou, qui dit « Hey, il faut engager des femmes dans la NBA, il faut engager des entraîneurs, il faut engager des femmes dans les bureaux administratifs là, en tant que PDG, en tant que recruteur et tout ça », ben là, ça donne vraiment un autre ton. Donc, c'est un mix de sponsorship, c'est un mix encore d'hommes pour l'instant qui sont dans des positions de pouvoir qui vont aller encourager les femmes. C'est un mix d'aller chercher des opportunités d'équité salariale avec nous, les femmes, parfois qui devront faire plus d'efforts ou qui devront vraiment achever des performances spectaculaires pour aller sur la table de négociation. Donc, tout ça, je pense, ça l'avance le mouvement, ça l'avance l'équité. Puis, définitivement, dans le monde du basketball, en fait, j'ai définitivement vu un changement à travers les années. Mais maintenant que vous avez des alliés masculins pour évoluer dans ce domaine-là, mais avec votre position de leadership au sein de vos entités, à vous-même, votre entité à vous, le basketball et le hockey, votre position de leadership, en quoi vous voulez l'utiliser pour faire avancer les choses dans votre sport? Si je peux m'avancer là-dessus, je crois que les anciennes joueuses de hockey, tu parles de Kim Saint-Pierre, Danielle Goyette, ils ont comme mis pour nous l'équipe Hockey Canada sur place pour que justement on soit vu de l'avant puis qu'on continue à avancer dans le hockey féminin. Mais tu sais, Chantal vient juste de le mentionner, c'est tellement important que les hommes haut placés comme dans la Ligue nationale qui nous supportent. Puis je crois que tant et si longtemps qu'on n'aura pas ça, ça sera jamais aussi gros. Puis on l'a vu avec le WNBA, c'est incroyable le changement que ça a. Puis même cette année, les pourcentages de personnes qui regardent le WNBA a grandement augmenté. Puis ça, c'est une chose qu'on recherche. C'est non seulement les hommes haut placés qui doivent investir dans nous, mais c'est tout le côté médiatique aussi qui va faire avancer notre sport. Puis c'est sûr, on a comme une petite quote qu'on dit au hockey, si tu ne nous vois pas, tu vas pas pouvoir rêver d'être là. Fait que si tu nous vois une fois aux 4 ans, c'est sûr que tu as le temps de nous oublier. Et je parlais des Olympiques, mais on a des équipes professionnelles qui compétitionnent, puis je crois que ça, c'est très important qu'ils nous suivent à chaque année pour les 3 ans avant les Jeux olympiques. Pour continuer un petit peu l'idée de Mélodie, moi, je me rappelle très bien, il y avait une entraîneur hors pair québécoise qui s'appelait Linda Marquis, qui entraînait l'Université Laval au niveau féminin de basketball. Et moi, quand j'étais petite, je l'ai vue et c'est la seule femme que j'ai jamais vue à la télévision. Elle avait une petite entrevue et ça m'a donné l'idée, oh mon Dieu, je peux être une entraîneur de basket. Je ne savais pas. C'est tellement important, justement, au niveau des médias, de continuer à montrer des femmes dans ces environnements-là. Comme les Olympiques, d'ailleurs, le font très bien, parce qu'on a vraiment une parité au niveau de montrer. C'est pour ça qu'on connaît quelqu'un comme Mélodie et tous les joueuses qu'elle a nommées. C'est là qu'on apprend à les connaître. Mais sinon, on ne les verrait pas. Et donc, l'importance du média d'aller chercher ça. Et moi, je prends justement, lorsque j'ai eu la chance de coacher l'équipe masculine il y a 2 étés, c'était justement un homme qui était comme un allié qui m'a dit « Chantal, je crois en toi, t'es une bonne coach, viens coacher ça. » Il y avait eu beaucoup de médias qui s'est rassemblés autour du fait que, bon, j'allais coacher une équipe professionnelle masculine. Et la responsabilité que j'ai sentie, d'avoir du succès, ça, c'était une grosse pression. Moi, je me suis dit, on sait que si j'ai pas de succès, on va tout à fait penser, bon, c'est peut-être parce que je suis une femme.
Donc, j'ai senti de la pression, mais aussi une responsabilité de dire, je dois continuer à faire, quand les gens me demandent en entrevue, même si je suis fatiguée, même si c'est toujours les mêmes questions, même si ça continue, de continuer à me mettre là pour peut-être donner cette même vision à d'autres jeunes femmes qui pourront continuer à monter. Et cet été, dans cette ligue, nous étions 3 entraîneurs femmes, non seulement plus une. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Fait que c'est important de bâtir sur les épaules, justement, comme il disait, sur des joueuses qui ont fait avancer son sport dans chacun de nos sports. Mais justement, l'importance de ces rôles modèles qui ont été avant vous, qui vous ont inspiré à atteindre vos objectifs ou à se rendre peut-être plus loin qu'elle aurait pu se rendre. C'est important de suivre ce mouvement-là puis de continuer de parler de votre position partout dans les médias, sur vos réseaux sociaux, puis de faire valoir que le poste de leader chez une femme dans une organisation sportive, ça se peut. Moi, je crois que c'est extrêmement important. Puis, on l'a vu encore cette année au match des étoiles. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais match des étoiles masculin de la Ligue nationale. Il y a 10 filles de Team Canada, 10 filles de Team USA qui ont été invitées à ce prix. Puis, ça me fait penser à ce que tu viens de mentionner, Chantal. On est allé là, nous, pour se faire valoir et non juste pour avoir du plaisir. Donc, à chaque fois qu'on est mis de l'avant, qu'on est sur la télévision, nous, c'est une chance pour se prouver en tant que fan. Puis, tu l'as dit tantôt, il fallait que tu mettes les échelons une par-dessus l'autre pour avoir la même chose qu'un homme. Mais pour nous, c'est un petit peu la même chose en tant que joueuse. En ce moment, on va au match des étoiles, mais il n'est pas question d'aller là pour faire un show, si on peut dire, ou se traîner les pieds. Il fallait prouver notre point. Puis c'est important qu'à chaque fois que justement on a l'opportunité d'avoir une voix, de parler aux médias, mais aussi de se comporter devant les médias sur la glace, c'est une chose qui est extrêmement importante pour nous. Puis c'est important de justement toujours donner son maximum parce qu'on veut donner l'opportunité aux plus jeunes femmes, plus jeunes filles, de se rendre à ce niveau-là, puis ils vont être laissés dans un monde extrêmement meilleur et changé de ce qu'on a présentement. Mais jusqu'à quel point cette dualité entre la pression de performance dans des environnements qui doivent être à la base du plaisir, comment on arrive au quotidien à se dire, bon, je saisis cette opportunité-là, mais je peux pas la rater parce que, en tant que femme, j'ai pas le droit de la manquer, c'est ma seule et unique chance peut-être de faire avancer le mouvement. Jusqu'à quel point on peut gérer cette pression-là? Mais c'est tellement une bonne question, Roselyne, parce qu'en fait, ça revient à l'idée du rôle modèle. Moi, si je n'avais pas vu Becky Hammon, qui a été engagée comme première femme dans la NBA comme l'entraîneur adjointe avec les Spurs de San Antonio, moi, je n'avais pas vu ça sur les médias sociaux. Je n'avais pas vu qu'elle avait fait ça. Jamais je n'aurais accepté une position telle quelle. Parce que c'est épeurant, parce que on a une confiance en tant qu'entraîneur. On sait qu'on est bonne, on sait qu'on connaît notre sport. Mais là, d'être mis sur la sellette comme ça, la pression, justement, c'est comme je me suis dit, bon, je sais qu'elle l'a fait, elle a du succès, elle est respectée, donc je vais peut-être être la première comme entraîneur-chef d'une équipe pro, mais je ne serai pas la première à entraîner des hommes. Donc, ça m'a énormément aidé à accepter la responsabilité. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut le mettre à niveau? Est-ce qu'on peut se dire qu'on n'y pense pas? Non, moi, j'étais vraiment, durant tout l'été, j'étais consciente de la pression, puis ça paraissait dans moi, tu sais. Quand je coach mes femmes, puis je coach mes hommes, en fait, je suis la même personne. J'ai les mêmes qualités de leadership. Je connais le sport aussi bien, je suis capable de l'analyser de la même façon, mais c'est la perception de l'extérieur qui vient nous mettre une pression qu'on doit se dire, et là, il faut faire un exercice mental extrêmement, une discipline mentale, en fait, que j'ai dû me développer pour même prendre des respirations, relaxer, me concentrer durant les matchs. Et tu sais, des fois, je coachais puis on perdait quelques matchs. Puis là, je me disais, oh non, puis là, les idées qui reviennent, on est tous comme ça dans notre humain, là. Parce que j'ai pas le droit d'échouer. Et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas combien de gens, d'humains qui ont la chance, je sais pas si c'est une chance, mais oui, quand même, d'expérimenter ça. Mais c'est une pression autre que juste de vouloir gagner ou de vouloir aller chercher un championnat national, dans mon cas. C'est quelque chose, on a comme une responsabilité pour toutes les femmes du monde, dans un sens. C'est dur à le dire d'une façon différente, mais c'est comme ça. Mais c'est la pression que tu t'es mis toi-même, pas de l'extérieur. On n'a pas sous-estimé tes capacités à être là.
Non, pas du tout. D'ailleurs, on m'a respectée. Là, moi, c'était une expérience extraordinaire. J'ai été bien respectée de toute l'administration, des autres équipes, des autres entraîneurs, les arbitres, les joueurs. Ça a été super. J'ai pas eu une mauvaise expérience du tout durant l'été. Aussi, on a bien fait. Je sais ce qui a aidé à avoir du respect, mais quand même, c'était donné de prime abord. Il n'y a pas eu de personne qui m'a maltraité ou regardé d'une façon bizarre. C'était définitivement l'impression que je me mettais à moi-même, mais en sachant que c'était important. Et donc, quand l'été a été fini, j'étais comme, OK, ça faisait comme du bien, là, ouais, c'est ça, on a réussi, OK, c'est beau. Et là, j'étais contente de retourner cet été, c'était différent. Mais vraiment, c'est quelque chose de... Je pense que le plus qu'on donne la chance à des femmes d'être dans ce rôle de leadership, c'est comme enseigner. On n'y pense plus quand une femme enseigne à l'université mais c'est la même chose. On enseigne un sport, on enseigne un art. C'est pas différent. On n'est pas là, on n'a pas besoin de nos muscles. C'est tout ici, c'est tout dans notre leadership, notre cœur, notre tête. Et je pense que je vais terminer en disant que les joueurs, les arbitres, l'administrateur qui ont travaillé avec moi, avec nous, et pour les joueurs, ça les change aussi. C'est comme, ouais, ça a été le fun. Ah oui, on a eu du succès. Et donc, je pense que ça l'aide à continuer à transformer. Et cet été, les 3 filles qui coachaient en ligue ont dit qu'ils ont eu un été extraordinaire et qu'ils n'ont pas senti de pression. Donc, tant mieux pour elles. C'est bien. De ton côté, Mélodie? Moi, je dirais que c'est comme une pression un petit peu différente. Je sens pas le regard parce que nous, on fait ça pour la prochaine génération. On fait ça pour les futures joueuses. Tandis que Chantal est coach en ce moment, puis elle fait ça pour montrer que tous les autres coachs peuvent se rendre jusqu'à ce niveau-là. Fait que moi, c'est une pression qui me drive, je te dirais. C'est une pression de leadership que je prends sur mes épaules, puis je veux faire valoir le hockey féminin au meilleur de ses capacités. Donc, moi, c'est vraiment important que à chaque fois que je vais sur la glace, que j'ai l'opportunité de me prouver et de faire valoir le hockey féminin. Je le mets de l'avant, je donne le 100% que je peux. Puis, je crois que c'est une pression que je suis capable d'avoir, mais je lève mon chapeau à toutes les filles, justement, qui sont dans la même situation que moi, puis qui doivent faire valoir leur sport, mais aussi leur leadership au travers du monde masculin qui est souvent dans un sport masculin comme le hockey, qui est encore malheureusement vu comme un sport masculin. C'est important d'avoir de plus en plus de femmes qui lead ça. Puis je porte un peu les 2 chapeaux en ce moment en étant coach adjoint à l'Université de Montréal, mais en tant que joueuse encore sur l'équipe nationale. Donc, c'est 2 chapeaux que j'essaie de porter un après l'autre au travers de ma vie. Puis, c'est vraiment un beau défi. Puis, on le voit de plus en plus avoir des femmes sur des positions qui ont justement une grosse pression. Mais souvent, comme Chantal l'a mentionné, c'est une pression qu'on se met à nous-mêmes. Puis, c'est important de se la mettre parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer le futur. On a des questions des gens qui regardent le Facebook Live. D'ailleurs, si vous avez des questions, gênez-vous pas à nous les poser, à les écrire en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et je vous la pose, les filles, c'est une question de Joanie Martin. Elle trouve la discussion super intéressante. Mais est-ce que vous vous sentez soutenu par vos pairs masculins dans vos domaines respectifs? Et sentez-vous beaucoup de compétition avec vos pairs féminines? C'est intéressant. Je vais débuter. Moi, j'ai vu un changement incroyable je dirais même dans les 5 dernières années où beaucoup plus d'hommes viennent nous soutenir. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas expérimenté avant. Donc, vraiment, j'ai vu un changement, je dirais, dans les 5 dernières années où est-ce que c'est comme si les hommes maintenant, sûrement parce que justement, c'est plus médiatisé, qui viennent soutenir des femmes coachs et des femmes qui coachent des femmes et des femmes athlètes aussi. Moi, j'ai vu un changement, tout à fait. Alors, je me dirais que ma réponse à ça, c'est oui. La compétition avec nos pairs féminines, c'est intéressant parce que je pense que c'est un petit peu général aux femmes. Là, je vais faire comme un appel à toutes les femmes qui ont du succès. Je crois qu'on doit s'encourager plus entre nous-mêmes. Et il y a une compétition entre nous, entre femmes, que je réalise, qui n'est pas seulement au niveau sportif, mais par exemple, parce que j'ai vu une différence en coachant des gars, ça m'a ouvert les yeux. Quand je coach mes filles souvent, et je pense qu'on est comme ça, on compétitionne en tant que femme d'une façon
on prend ça tellement à cœur que ça devient presque pas personnel, mais c'est plus difficile. Moi, les gars, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont plus une facilité à compétitionner. Ils prennent parfois très personnel, donc c'est vraiment des généralisations ici là, que je fais, mais à être bien bons amis. Des entraîneurs, gars qui se parlent, qui prennent une bière ensemble, qui jasent de leurs équipes. Moi, j'ai pas l'occasion de faire ça avec mes entraîneurs, mes pairs féminines. Et je l'ai vécu avec les gars et je me dis, ce serait le fun. Et donc, je fais un effort maintenant avec mes collègues, même de mes adversaires de coach de d'autres équipes, de jaser avec eux puis d'essayer de créer plus une collectivité où est-ce qu'on peut s'encourager puis dire c'est correct, j'ai le droit, t'as le droit toi d'avoir du succès et moi aussi, c'est pas un ou l'autre, on est ensemble, faut vraiment, c'est comme un appel que je demande quasiment à faire à toutes les femmes dans tous les domaines de se soutenir d'une façon beaucoup plus amicale. Je pense que c'est nécessaire de le dire et je pense qu'on fait de mieux en mieux à ça et je pense que le moins qu'on va sentir de pression ou qu'on va être montré du doigt comme la seule qui, je pense qu'on va devenir de plus en plus confortable à s'aider, à s'aimer, à se soutenir les unes les autres dans tout ce qu'on fait. Pour toi, Mélodie? Très bien dit. Je vais juste rajouter sur le côté compétition de part féminine. Juste avant l'année olympique, on est 28 filles à être envoyées à Calgary, puis il y a seulement 23 postes pour faire partie de l'équipe olympique. Donc, il va y avoir des coupures qui vont avoir lieu. Puis, tout au long de cette année-là qu'on est à Calgary, il y a une compétition énorme parce que toutes les filles, les 28 filles veulent faire partie de l'équipe. À chaque jour, tu dois te prouver individuellement, mais aussi collectivement. Puis, on a fait un petit peu beaucoup de team bonding, puis on a découvert que, tu sais, ça dérange pas si tu aides une de tes coéquipières. Justement, ça va aider la cohésion de ton équipe. Mm-hmm. À la fin de la journée, on travaille toutes pour le même but, c'est de ramener une médaille d'or à la maison. Donc, si tu fais partie des 28, mais tu t'es pas rendu jusqu'aux Jeux olympiques, tu as aidé les 23 autres joueuses à se rendre là puis à compétitionner à chaque jour de la centralisation à son maximum. Puis ça, tu fais partie de l'équipe. J'essaie de le mettre côté coach. Oui, tu as toujours une petite compétition. Il y a l'entraîneur-chef. S'il y a 2 femmes adjointes plus l'entraîneur-chef qui est aussi une femme, c'est un petit peu la même chose. Non, tu n'es pas vu comme l'entraîneur chef quand tu es adjoint, mais je crois que tu peux apporter tellement de choses en étant adjoint pour justement pousser la pensée du coach en chef pour justement, on a tous le même but. Donc, c'est de gagner des médailles, de développer ses joueuses. Donc, c'est vraiment intéressant comme question parce que ça nous fait réfléchir, mais je le vois comme si c'est vraiment important justement qu'il y ait une cohésion entre toutes tes pairs. Mais surtout que vos sports à vous, ce sont des sports d'équipe. Donc, oui, il y a le côté de performance individuelle, mais vous devez avoir cette cohésion-là. Vous devez vous lever et peut-être le capitaine de l'équipe a ce rôle-là de dire on doit se tenir ensemble, peu importe. Donc, est-ce qu'il y a une difficulté supplémentaire parce que c'est un sport d'équipe ou pas vraiment? Personnellement, j'ai jamais connu des sports individuels. J'ai toujours été ça dans le soccer ou dans le hockey. Donc, je te dirais que pour moi, ça fait juste partie de la game. C'est quelque chose qui est important. Puis tu dois, dans le fond de toi, dans le fond de ton cœur, c'est de prendre soin de chacune des filles dans ton équipe. Oui, tu sais, tu vas avoir des meilleurs amis, tu vas t'entendre mieux avec un certain groupe de personnes dans ton équipe, mais c'est très important de traiter tout le monde sur la même longueur d'onde. Puis ça va aller vraiment loin pour une équipe. Nous, on a un slogan justement que j'ai comme pris de l'équipe de rugby masculine de la Nouvelle-Zélande, les All Blacks, qui ont beaucoup de succès. Les autres, ils disent il faut laisser le chandail ou l'uniforme à une meilleure place, un peu plus haut. Alors, lorsque j'ai dit à mes joueurs, peut-être que vous faites l'équipe, peut-être que vous ne la ferez pas. Peut-être que vous allez jouer un rôle important, un 5 partant, peut-être que non. Mais l'idée, c'est lorsque vous partez de l'équipe, soit que vous avez été coupé ou soit que vous avez terminé votre carrière, que vous avez laissé votre chandail dans une meilleure place, un peu plus haut. Donc, c'est un peu, dans le fond, s'ils se font couper, c'est parce qu'ils le laissent. C'est d'arriver à comprendre, et ça, c'est vraiment altruistique dans un sens, c'est d'arriver à comprendre que même dans le monde sportif, c'est d'arriver à se dire
on n'ira pas pour notre gain personnel, mais on va y aller pour le gain de toute l'organisation entière. On est prêt à faire ce qu'on veut pour ça. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller entraîner même et aller enseigner à ces êtres humains qui sont compétitifs. Et ça, je trouve que c'est une belle valeur à acquérir. Et avant de vous laisser, il y a une autre question du public, c'est de Marie-Lie Laferté. Et c'est une question quand même très intéressante. Si un seul geste serait posé pour encourager le leadership féminin, quel serait-il? Wow! Ben, moi, c'est un mot qui me vient à la tête. Moi, je pense que c'est, pour quelle raison que ce soit, je ne sais pas si c'est une bonne réponse ou non, mais c'est la camaraderie. Moi, je pense qu'on devrait avoir plus de camaraderie entre femmes et je pense aussi entre hommes et femmes pour aider le leadership féminin. Et donc, justement, c'est comme si j'ai l'idée dans la tête de plutôt que de penser ça pour nous-mêmes, là, c'est comme on va laisser le leadership féminin à une meilleure place. Qu'est-ce qu'on peut faire comme être humain, homme ou femme, pour monter le chandail, l'uniforme, puis qui s'appelle le leadership féminin pour le augmenter comme ça. Je pense plus de camaraderie, plus d'aide, plus de sourire, de let's go, on y va, puis on encourage ces femmes qui ont du succès dans toute sphère de la vie, même si c'est la politique, le sport, le leadership quelconque, la business. Moi, je pense que ça serait un geste extraordinaire à faire de toute l'humanité. Ah, très bien dit, Chantal. J'aurais prendre tes mots. Mais je te dirais peut-être, tu sais, idoliser les femmes qui t'entourent. C'est ça qui vient en tête. C'est d'essayer de prendre autant des joueuses qui jouent avec moi ou des coachs qui ont fait partie de ma carrière, puis essayer d'aller chercher des bonnes choses de chacune des femmes qui a passé dans mon entourage, ou même que ça soit d'autres sports avec qui je m'entraîne. Tu sais, Roselyne, je t'ai déjà vu t'entraîner au stade olympique. Donc, tu sais, c'est de prendre des petites choses de chaque femme, que ça soit une éthique de travail, que ça soit quelqu'un qui apporte la joie, quelqu'un qui est rassembleur, quelqu'un qui encourage et qui met de l'avant les autres. Je crois que ça serait ma réponse pour ça, de justement mettre les femmes de l'avant puis de continuer à justement les réseaux sociaux, suivre plus de femmes dans les réseaux sociaux, puis les soutenir du point A au point Z. Mais c'est super inspirant comment vous avez partagé un peu votre parcours au travers votre cheminement, à travers toute l'évolution du sport au féminin dans un milieu qui est catégorisé malheureusement de masculin. Puis vous faites votre chemin, vous vous démarquez, puis vous prenez cette charge-là sur vos épaules quand même pour mener une bataille qui en est une longue, mais qui vient à bout, puis que finalement, vous avez atteint ces positions de leadership-là. Vous montrez l'exemple aux plus jeunes. Et d'ailleurs, ben, c'est ça que vous en allez faire maintenant. Mélodie, tu sautes sur la glace dans les prochaines minutes et Chantal, tu enseignes. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir fait partie de la discussion puis de montrer l'exemple à tous ces jeunes femmes athlètes et non athlètes parce que ça c'est bon pour tout le monde dans tous les domaines. Merci beaucoup. Oui, merci Roselyne, puis merci à Radio-Canada d'avoir fait ce panel. Ça, c'est un autre exemple extraordinaire de ce qu'il faut faire alors, pour nous encourager. Merci. On continue la discussion. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas terminé parce qu'on aura d'autres invités qui s'en viennent et je vous le dis maintenant. Et d'ailleurs, pour les prochaines, donc on aura Émilie Emmans qui est 4 fois médaillée olympique en plongeon et Nathalie Lambert qui est championne olympique. Qu'on rejoint maintenant. Nathalie Lambert, salut! Salut Roselyne! Comment vas-tu? Ça va bien. Très bien. Merci de te joindre à cette discussion sur changer le sport puis de créer un leadership au niveau du sport féminin. C'est quoi un peu ta perspective de tout ce mouvement-là d'une femme de tête qui montre l'exemple aux jeunes là, sur des positions importantes dans le monde du sport? Ben, écoute, je pense que c'est en constante évolution. Puis j'écoutais ta conversation avec Mélodie, avec Chantal tantôt, de leur perspective, comment ça se passe dans les sports collectifs puis dans des sports qui ont un pendant professionnel. Tu sais, je pense que c'est un combat
qui date de plusieurs décennies et puis qui est ongoing puis qui va durer encore très longtemps. Mais je crois que vraiment les femmes dans le sport ont fait un bon bout de chemin, surtout si on pense aux sports olympiques comme les nôtres. L'équité dans le sport, c'est une condition qui est imposée maintenant par le Comité olympique international aux fédérations. Donc, si tu es dans une fédération où tu as un pendant masculin qui est plus développé, qui est plus présent, qui a plus de participation, par exemple, aux Jeux olympiques, ben, tu dois tendre vers une égalité. C'est pour ça, par exemple, qu'aux prochains Jeux d'hiver, tu vas voir plus d'équipes féminines au hockey qu'il y en avait avant. Parce que la fédération s'est vue imposer, soit tu réduis ton nombre d'équipes masculines, soit tu ramènes le nombre d'équipes féminines qui vont participer dans le tournoi pour les rendre plus proches d'une égalité. Ce que ça veut dire, ça, c'est oui, tu dois rajouter des équipes, mais tu dois développer plus ton sport dans ton pendant féminin s'il tire un peu de la patte versus ton pendant masculin. C'est pas le cas dans un sport comme le nôtre au niveau des athlètes. Il y a un petit peu plus de participation chez les hommes encore, mais c'est vraiment, surtout à un niveau international, c'est vraiment, ça tend vers le 50-50, où il reste une grosse cote à aller chercher, selon moi. Puis j'ai vu quelque chose passer sur Facebook justement aujourd'hui. Je pense que ça disait que dans les entraîneurs à l'échelle nationale, les femmes sont représentées, je ne veux pas dire un mauvais chiffre, mais c'est quelque chose de l'ordre de 25%. Donc, ça, c'est l'autre grosse cote à aller chercher, selon moi. C'est au niveau administratif, au niveau des coachs, au niveau de la représentation sur des postes élus dans les fédérations nationales et internationales. Moi, il y a 10 ans, j'étais la première femme élue sur le comité technique courte piste. Il n'y en avait jamais eu dans le passé en patinage artistique, qui est la même fédération internationale. Il y en avait, mais en courte piste et en patinage de vitesse, en speed skating, la version longue piste, il n'y en avait jamais eu. Donc, moi, j'étais la première, et ça date d'il y a 10 ans seulement. J'étais la première présidente du comité. Puis, au même moment, il y a eu une femme, une Chinoise élue sur le council, ce qu'on appelle le conseil d'administration. Elle était la première. Donc, tout ça, c'est dans les 10 dernières années. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a encore énormément de chemin à aller chercher pour les femmes dans le sport. Puis avec cette position-là que tu as au sein de la fédération, comment tu continues de bâtir ce chemin-là pour aller de l'avant? Parce que oui, tu as été la première femme et tu veux continuer ce mouvement-là. Est-ce que tu recrutes? Est-ce que tu passes des messages au sein de la fédération? Comment tu t'y prends? Ben, écoute, tu sais, j'écoutais tantôt, encore une fois, Mélodie qui parlait du hockey, puis de l'équité salariale, puis bon, tout ça. Tu sais, je pense que nous, le combat de l'équité, il n'y a pas de salaire, mais il y a des bourses, tu sais, on n'est plus là. Ça, c'est déjà de l'acquis. Comment on fait pour recruter un peu plus de femmes dans des postes de décision au sein des fédérations, au sein des comités, au sein des entraîneurs? Je pense que ça part de continuer de promouvoir que le sport, les femmes ont leur place dans le sport. Ça déborde de juste essayer de recruter one-on-one une personne puis dire, ben, t'es une femme, viens prendre le poste. Je pense pas que c'est ça le combat. T'sais, il devrait pas avoir pour moi, ça passe pas par obliger qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes. Pour moi, ça passe plus par vraiment tout mettre en place et valoriser le leadership au féminin comme ce que tu fais aujourd'hui. Et puis, c'est pas mettre une femme absolument pour mettre une femme, c'est vraiment mettre une femme parce que la femme a les mêmes compétences et la femme est capable de faire la job et surtout, la femme a envie de faire la job. Et les jobs de coach, ben, c'est souvent plus compliqué pour les femmes parce que ça implique que tu es souvent en voyage, des longues périodes, puis on sait qu'il y a plusieurs femmes qui sont des mères et c'est plus difficile pour les mères de laisser leurs enfants que pour les pères. Ça semble plus difficile, en tout cas. Ça semble être une réalité qui est encore présente aujourd'hui. Puis heureusement pour les enfants, je pense quand même, mais tu sais, ça reste des professions qui sont un peu incompatibles avec la maternité parce que c'est pas simple et c'est pas simplement organisé pour faire en sorte que ça soit compatible encore aujourd'hui. Salut, Émilie. Oui, Émilie Emmans, 4 fois médaillée olympique en plongeon, vient de se joindre à nous et on poursuit justement cette discussion-là sur le leadership. Émilie, tu as pris ta retraite en 2012 et maintenant tu es maman de 2 jeunes filles. Comment justement tu partages tes connaissances ou tu essaies de montrer le chemin à tes filles, d'atteindre leurs objectifs? Je sais qu'il y en a qui font de la gymnastique, qui sont dans le sport. Avec ton vécu, comment tu passes le message de les femmes ou les filles sont capables d'accomplir leurs objectifs
peu importe les circonstances? Avec mes enfants, c'est difficile. Je pense que il y a déjà la confrontation. Maman, elle connaît rien. Alors, Il savait. des fois, j'essaie de lui donner des conseils, puis elle veut absolument rien savoir, mais des fois, elle les prend. Alors, je sais pas, je fais ce que je peux. Je pense que j'essaie un peu de reproduire ce que mes parents ont fait parce que je pense que mes parents, ils ont eu un très bon mélange entre le support, donc juste me supporter dans ce que je fais et puis de me pousser. Alors, pas de sentir que j'avais l'obligation de pratiquer mon sport pour eux, mais vraiment bien parce que je le faisais pour moi puis parce que je le voulais. Alors, je pense que c'est vraiment un peu ça que j'essaie de reproduire là avec mes filles. Puis dans ta fin de carrière, ce qui est intéressant, c'est que tu as changé d'entraîneur. Tu as été entraîné par des hommes, mais là, puis tu avais eu les résultats incroyables, mais tu es allé chercher une femme pour finir ta carrière. Est-ce que c'est un choix conscient ou tu es vraiment allé avec l'idée que tu avais en tête d'aller chercher cette personne-là pour ses... pas seulement pour ses compétences, mais... je pense que pour moi, rendu à ce point-là, une femme, je pense que c'est un petit peu ce que je recherchais aussi parce que j'avais l'impression que avec mon entraîneur homme, avec Michel Larouche, j'étais pas comprise en tant que femme. Mes sentiments, mes émotions, ce que j'avais besoin, j'ai l'impression parce que c'était un homme, il était, je sais pas, plus rationnel, il me prenait pas tant moi en entier. Puis j'ai l'impression qu'avec une femme, je serais plus comprise. Et puis justement, avec Iwa, ça l'a vraiment bien connecté. Puis ce que j'avais besoin, c'était vraiment de travailler en équipe avec quelqu'un. Puis je pense qu'Iwa l'a compris tout de suite. Alors, ça a tout de suite été dès le départ. J'étais inclus dans toutes les décisions, tandis qu'avec Michel, c'était plus c'est moi qui prends les décisions, puis c'est toi qui suis. Ça fait que où j'étais rendue, moi, dans ma carrière, je me disais, OK, je pense que je suis rendue assez vieille pour savoir ce que j'ai besoin puis ce que je veux. Donc, ça me rejoignait un peu moins. Mais je pense que si un homme aurait eu la même philosophie qu'Iwa, ça l'aurait aussi bien marché, là. Est-ce que, justement, maintenant que vous êtes retraités les deux et que toi, par exemple, Nathalie, tu es directrice des programmes sportifs et des communications au club sportif MAA, est-ce que tu transposes un peu ce que tu fais avec la fédération dans cette position-là pour parler aux gens qui viennent s'entraîner puis de mettre de l'avant un genre de leadership, de poursuite d'objectifs, même si les gens qui s'entraînent là, ce ne sont pas des athlètes professionnels? Ben, écoute, moi, tu sais, j'interviens pas toujours directement avec la clientèle. Je donne des cours de spinning pour mon plaisir, pour me garder en forme, puis pour combler un besoin un peu j'avais étudié pour être un coach, donc, tu sais, à la base, j'aimais ça, partager ma passion, puis essayer de transmettre justement ces valeurs-là d'une démarche d'excellence, mais d'une démarche d'excellence qui n'est pas nécessairement avec un objectif d'aller chercher une médaille, qui est une démarche d'excellence avec un objectif de valoriser par le souci du travail bien fait, par l'investissement que tu fais dans quelque chose, peu importe c'est quoi, mais dans le sport, principalement, c'était ça mon cas. Et donc ça, avec la clientèle aussi, tu sais, la clientèle d'un club sportif, c'est des gens qui veulent investir dans leur santé, c'est des gens qui veulent être en forme, c'est des gens nous, on a une clientèle, on est basé au centre-ville, donc c'est des gens d'affaires pour la plupart, ils sont pressés, ils ont des vies stressantes, donc ils veulent vraiment essayer d'équilibrer leur vie, puis c'est un peu ça avec notre équipe d'instructeurs et d'entraîneurs qu'on essaye de faire. Notre objectif, et c'est la même démarche d'excellence que j'avais comme athlète, c'est vraiment de faire la meilleure job possible. Et c'est quoi la meilleure job possible dans ce contexte-là? Ben, c'est de faire en sorte d'être le moment fort dans la journée des gens. Et puis, ça n'a rien à voir avec la haute performance parce qu'on est ailleurs, mais c'est la même démarche. C'est une démarche de ne pas te satisfaire avec juste faire les choses, de vraiment te satisfaire avec faire les choses de la meilleure façon possible pour arriver à rendre le plus de gens passionnés possible, finalement. C'est la même chose qu'un coach dans le sport qui veut, j'écoutais ce qu'Émilie vient de dire, il faut que ça connecte, il faut que ça soit inspirant, il faut que tu sois un maudit bon vendeur parce que tu vends à ton athlète de faire des choses souvent difficiles et physiquement épuisantes et pas toujours nécessairement le fun. Donc, tu dois vendre vraiment que c'est pour te rendre à l'objectif puis que ça va être le meilleur chemin possible.
C'est un petit peu ça que j'essaie de transposer dans le fond. Mon background m'aide beaucoup maintenant, surtout dans la situation qu'on vit actuellement. Oui, bien justement, parlons-en que votre bagage, votre parcours vous permet de passer au travers ces difficultés-là. On parle beaucoup des athlètes comme étant des personnes résilientes, mais surtout de garder cette attitude positive-là et la partager à son entourage dans des moments difficiles. Est-ce que, justement, c'est votre parcours qui vous aide à continuer à poursuivre malgré tout? Je pense que oui. Je pense qu'on est habitué un peu de prendre le contrôle, mais de laisser aller aussi, de savoir qu'on n'est pas capable de tout contrôler, qu'on a le contrôle sur certaines choses, puis d'autres choses, on n'a pas le contrôle. Alors, il faut juste l'accepter, essayer de travailler avec, puis essayer d'en faire le mieux, parce que de toute façon, ça partira pas, puis on pourra pas le changer. Alors, je pense que pour moi, ça, c'est ce qui m'aide vraiment beaucoup dans ma vie. C'est ce que j'ai beaucoup le plus appris, puis ce qui m'aide beaucoup encore présentement, puis dans la vie de tous les jours, en affaires, avec les amis, avec la famille, avec tout le monde, avec peu importe. Alors, je pense que c'est vraiment ça là, qui m'aide le plus. Ouais. Ben, tu sais, une démarche de Roselyne, tu le sais, une démarche de haute performance, ce qu'on appelle dans le langage du sport performer sur demande, c'est t'entraîner à développer ta résilience, t'entraîner à développer ton adaptabilité, ta flexibilité, et puis à avoir un plan A, un plan B, un plan C, puis à performer dans n'importe quel contexte. Donc, ce genre de démarche-là, quand tu l'as fait pendant 10, 15, 20 ans, on a eu des carrières très longues, toutes les trois, ben c'est sûr qu'il y a des acquis transférables que tu conserves. Et puis, cette galère-là dans laquelle on est présentement, ben c'est ça, ça demande énormément ça demande de la résilience, ça demande une attitude positive no matter what, qui est compatible avec le sport aussi. Ça demande des qualités d'adaptabilité. On est déstabilisé, c'est sûr. On est dans un plan B, on est dans une démarche où notre flexibilité puis notre attitude face à la situation va faire toute la différence. C'est entre à subir ou passer à travers en étant totalement heureux. Je pense que c'est là la grosse différence. Est-ce qu'il y a une pression, justement, provenant de ces personnes-là qui ont vécu un parcours atypique à travers le sport, de partager ça à la société puis de passer des messages? Moi, je ressens pas vraiment de pression. Là. C'est plus, j'y vais comme ça va. J'y vais un peu jour le jour. Je trouve que ma vie maintenant est tellement différente d'une athlète de haut niveau. Puis c'est vraiment plus là qu'on réalise tous les efforts puis tout ce qu'on doit mettre pendant que on s'entraîne une fois qu'on le fait plus. Parce que quand on est dedans, on est juste dedans. Puis c'est facile. Puis c'est tout ce qu'on connaît. Alors dans le fond, moi, j'essaie de communiquer le plus possible mes valeurs, de communiquer mon expérience en espérant que ça peut inspirer, ça peut aider les gens. Mais je crois pas que, pour répondre à ta question, Roselyne, je crois pas qu'il y a une pression sur les sportifs, sur les athlètes quelconque, mais par contre, il y a une opportunité peut-être un peu ratée par le gouvernement parce que je pense qu'on pourrait justement partager. On pourrait être utilisé en motivation, puis en contrôle de stress, contrôle des émotions, attitude positive. Je pense qu'il y aurait des athlètes qui pourraient se retrouver à faire d'excellents porte-parole pour encourager les gens à passer à travers ce qu'on vit présentement, là. Il y a des gens qui nous écoutent, qui nous posent des questions et c'est Frédéric Terrien qui nous en pose une et je vais vous la poser. Donc, si nous souhaitons augmenter le nombre de femmes coachs, quels sont les premiers gestes à poser au Québec? C'est un peu difficile. Je sais pas. Je pense que ça doit venir des femmes elles-mêmes, là, d'un sens. Je le sais pas trop, là. Peut-être, Nathalie? Je ne sais pas si j'ai une réponse plus songée. Écoute, oui, ça doit venir des femmes, ça, c'est sûr, mais je pense qu'il y a aussi une attitude à changer. Il y a beaucoup de sports où on pense que la femme est un sous-produit, encore, malheureusement. Et donc, je pense qu'il faut d'abord et avant tout aussi convaincre
que d'être coaché par une femme ou d'être coaché par un homme, ou c'est pas parce que tu es un peu moins forte physiquement que tu peux pas amener ton athlète dans un sport de force, par exemple, à se dépasser. C'est pas parce que tu n'es pas capable de lever 500 livres dans un... Je dis n'importe quoi, je me souviens plus, là. Bon, c'est pas parce que tu n'es pas capable de lever la charge X que tu n'es pas capable d'enseigner à quelqu'un à lever la charge X. Et on a encore un petit peu des préjugés qui ressemblent à ça. C'est pas parce que, bon, tantôt, on entendait une coach en basketball puis une athlète en hockey, ben c'est pas parce que si tu patines un peu moins vite au hockey puis que ton lancer va être un peu moins puissant que celle de l'homme, que tu n'es pas capable d'enseigner à l'homme de lancer avec plus de puissance. Donc, je pense que ça, c'est la première barrière. C'est les préjugés face à la qualité de toi comme athlète versus toi comme coach et des individus féminines de pouvoir accéder à des jobs de coach avec des gars. Parce qu'on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de sports où il y a encore... Si tu compares, il y a combien de filles qui jouent au hockey versus il y a combien de gars qui jouent au hockey, bien, si tu veux devenir un coach, tu as bien plus de chances de coacher des petits gars que de coacher des petites filles parce qu'il y en a, je ne sais pas combien de fois plus, mais tu peux le multiplier énormément. Même chose au soccer. Il y a combien de petits joueurs de soccer à travers le pays? Il y a encore moins de filles. Donc, si tu veux devenir un coach, ben, il va falloir, idéalement, tu devrais pouvoir coacher des petits gars. Ça serait encore mieux s'il y avait autant de filles qui jouaient au soccer que de garçons. Ça serait l'idéal, mais on n'est pas rendu là. Donc, si on veut s'attaquer au combat à deux places, ben, je pense que la première chose à développer, c'est faire une grosse job de promotion qu'on peut coacher des choses qu'on n'est pas nécessairement capable physiquement de livrer exactement au même niveau. C'est surtout, en fait, le préjugé. Enfin, les femmes, en général, sont peut-être sous-estimées dans leur capacité dans ce milieu sportif-là. Est-ce que vous, personnellement, vous vous êtes senti à un point sous-estimé où on vous a pas donné l'opportunité de monter un échelon, de gravir un échelon parce que peut-être qu'eux ont évalué que vous n'étiez pas rendu là? Est-ce que ça vous est arrivé dans votre carrière? Moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense que c'est plus moi qui me sous-estimais, surtout plus jeune. Moi, j'ai tout le temps essayé de rester le plus terre à terre, peut-être, de pas mettre mes attentes trop haut, pour pas être déçue. Mais c'est comme quand j'ai gagné les championnats du monde junior pour la première fois. Michel, lui me l'avait dit au début de l'année, tu vas gagner les championnats du monde. Jamais je l'ai cru. J'étais là, pourquoi moi, voir que je vais gagner les championnats du monde. Puis la même chose pour les championnats du monde senior. Quand je les ai gagnés en 2003, moi, je pensais que je me battais pour la médaille de bronze. J'ai jamais cru que je me battais pour la médaille d'or. Hein. Alors, je pense que... Puis, en grande partie, c'est le monde qui croyait en moi, les entraîneurs, surtout, qui croyaient en moi, qui a fait, je pense, pour moi, la grosse différence. Quand j'étais en gymnastique, les entraîneurs, ils croyaient 0-0 en moi. Moi, je croyais en moi en gymnastique, puis les entraîneurs, ils croyaient pas en moi, puis c'est pour ça que j'ai changé de sport. Peut-être pour ça que tu croyais moins en toi rendu ouais, les entraîneurs, ils croyaient pas en mes capacités d'aller aux Jeux olympiques. Moi, c'était mon rêve, puis je pensais réellement que je pouvais faire les Jeux olympiques en gymnastique puis gagner la médaille d'or, tu sais, mais les entraîneurs, ils croyaient 0 en moi, puis ils m'ont rétrogradé de groupe parce que ils pensaient que ça valait pas la peine de mettre de l'énergie en moi. Alors, dès que j'ai commencé le plongeon, puis ça, c'est une chose que je vais toujours beaucoup remercier Michel, c'est que tout de suite, il a vu mes capacités, puis il a tout de suite cru en moi, puis il m'a amené. Alors, je pense que c'est vraiment ça pour moi qui a fait la différence. Là. Pour toi, Nathalie? Ben, moi, je pense que j'ai patiné à une époque où je crois pas qu'il y a personne. Je suis tombée sur un excellent entraîneur, Evado, qui valorisait beaucoup l'effort et pas juste la performance. Moi, je n'étais pas la plus talentueuse des athlètes, mais j'étais une travaillante. Fait que ça a été valorisé. Donc, tu sais, je me suis pas sentie moins valorisée que les autres qui étaient autour de moi, qui progressaient un peu plus vite. Ça, pas mal tôt dans ma carrière, j'étais chanceuse parce que c'est pas tout le monde qui a la même vision des choses. Longtemps, parce que j'étais un peu avant les années où il y avait vraiment l'équité, je dirais, dans le sport. Et la mentalité, c'était beaucoup que c'était pas le même calibre chez les filles. Et donc si on produisait un champion du monde gars puis une championne du monde fille, ben le champion du monde gars, il était plus hot que la fille. Ça a été longtemps cette mentalité-là.
c'est encore un peu comme ça, mais moins qu'avant. Fait que moi, ça m'a servi, ça, parce que je me suis entraînée beaucoup avec les gars. J'ai vraiment, tu sais, on n'avait pas encore de centres nationaux dans mes premières années. Et puis, cette espèce de mentalité-là, ça a été vraiment un gros boost de motivation pour moi. Je voulais pas lâcher. Les gars, je voulais aller aussi vite que les gars. Je voulais suivre les gars. Je voulais pas lâcher. Et je sais qu'il y a certains coéquipiers de mon époque qui lâchaient pas non plus parce que j'étais encore derrière d'eux. Quand ils se penchaient puis ils me voyaient, ils étaient comme... Et donc, ça m'a bien servi, ça, parce que je voulais défoncer des portes, je pense. Je voulais être considérée autant. Ça a beaucoup évolué. C'est l'excuse facile des gars dans le sport, je pense, c'est de dire il y a moins de calibre chez les filles quand on produit une championne olympique féminine et pas nécessairement le pendant masculin, mais c'est de moins en moins vrai, heureusement, puis c'est de moins en moins la perception. Là. La championne du monde en courte piste, je pense, maintenant, a autant de valeur et autant de mérite que le champion du monde en courte piste, et c'est la même chose pour plusieurs sports. Qu'est-ce que le sport perd à ne pas mettre des femmes en position de leader dans leurs organisations, à votre avis? Il perd une façon différente de faire les choses. Émilie, tu l'as dit tantôt, tu voulais travailler avec un entraîneur féminin parce qu'il y a quand même et oui, il y a des qualités, tu sais, je ne veux pas sonner, c'est rien de sexiste, mais je pense qu'il y a une façon de faire féminine, il y a une façon de communiquer féminine. Ça ne veut pas dire que les hommes ne l'ont pas, puis ça ne veut pas dire que toutes les femmes l'ont, là, c'est pas ça. Mais d'une part, tu perds l'opportunité de travailler avec 50% de la population, à peu près. Là. C'est une chose. Puis d'autre part, c'est une façon différente. C'est une approche différente. C'est une touche différente. C'est un souci. On est un peu plus, je pense, règle générale, dans les émotions. Par exemple, je suis responsable des officiels en courte piste. Ben, quand j'ai des messages à leur passer, ils se font blaster. Des fois, ils prennent tout le monde fait des erreurs. Bon, des fois, on pense qu'ils ont fait une erreur dans une décision. Je pense que la femme va avoir un souci sur la façon d'amener les choses qui est parfois un peu différente de celle de l'homme. Puis, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est bien d'avoir les deux. C'est bien d'être capable de converser dans des façons un peu différentes, d'amener les choses de façon différente, d'avoir le point de vue un peu différent aussi. Il y a 50% du monde de ton sport qui est féminin ou pas loin, et il y a 50% du potentiel du monde qui va regarder ton sport qui est féminin aussi. Donc, tu sais, si tu veux t'adresser à 100% de la population, ben, je pense que c'est important d'être représenté par les deux 50% qui la constituent. Pour toi, Émilie? Je vais faire un copier-coller. C'est vrai, ça rejoint vraiment ce que le sport peut perdre quand on n'implique pas les femmes ou on les met pas dans des positions où elles peuvent s'épanouir puis de mettre en valeur tout ce qu'elles sont pour partager leurs connaissances. Puis on a un commentaire question qui m'interpelle, c'est Marilyn Plante, puis elle dit pour augmenter le nombre de femmes coachs, c'est aussi de donner la possibilité d'ouvrir la porte en tant que telle aux femmes. Il y aura plus il y aura d'athlètes féminines dans le sport, plus la probabilité que le nombre de coachs femmes augmente. Vous êtes d'accord avec ça? 100%. 100%. C'est sûr, parce que je pense que... Oh, excuse-moi. Vas-y, Émilie. Je pense que, en fait, aussi, un entraîneur, pour moi, c'est un métier qui est très difficile parce que tu dois être passionné à 100% pour le sport, puis tu réagis directement avec des personnes. Alors, pour moi, ce qui a fait aussi la différence de mon entraîneur, c'est que je le voyais qu'elle était dévouée à 100%. Alors, si tu n'as pas pratiqué le sport, si il y a moins de jeunes filles, d'enfants, de petites filles qui pratiquent le sport, ben ils ont moins de chances de vraiment pouvoir développer le goût de le pratiquer puis de pouvoir éventuellement le coacher. Alors, je pense que, tu sais, vraiment, je pense que c'est un des métiers les plus difficiles, être entraîneur, parce que tu dois toujours donner ton 100%, sans jamais vraiment avoir rien en retour, je crois, ou avoir des choses, mais qui sont pas vraiment vues de tout le monde. Tu dois vraiment rester en arrière, puis laisser un peu ton athlète shiner. Alors, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Puis, mais si on veut vraiment qu'il y ait plus de femmes coachs, il faut automatiquement qu'il y ait plus de femmes qui pratiquent du sport. Là. Je pense que ça va un peu les deux ensemble. Mais
Mais tu sais, je pense que ça va plus loin que juste. C'est sûr que plus de femmes qui font du sport, ça augmente ta pyramide de gens intéressés au sport et potentiellement pour devenir coach. Mais je pense que c'est plus complexe que ça, le problème du leadership féminin dans ce genre de job-là. Parce que si je regarde, par exemple, des sports où le nombre d'athlètes est majoritairement féminin. Patinage artistique, par exemple. Plongeon, ça doit être pas mal 50-50. Gymnastique, il y a bien plus de filles que de gars. Je suis pas sûre que le pourcentage de coachs féminins est si élevé que ça. Il doit l'être plus, c'est sûr. Mais si je regarde dans les patinoires de patinage artistique que je connais quand même pas mal, oui, il y a un plus gros pourcentage de femmes dans des rôles de leadership. Oui, au conseil d'administration, il y a plus de femmes. Dans les différents comités, il y a plus de femmes. Mais autour de la glace, il y a quand même, malgré le fait qu'il y a bien plus de patineuses que de patineurs dans ce circuit-là, il y a les deux, mais il y a un peu plus de filles. Il n'y a pas plus de coachs féminins que de coachs masculins. Et dans des sports comme la gymnastique, ça doit être encore vraiment plus féminin que masculin. Et il n'y a pas nécessairement, il y a beaucoup de coachs masculins quand même dans ces sports-là qui sont majoritairement féminins. Ça n'explique pas tout, mais c'est sûr qu'à l'inverse, les sports majoritairement masculins comme le hockey, le soccer, ont très peu de femmes qui sont dans ces rôles-là, très peu de femmes officielles. Ça, c'est un autre enjeu aussi. On parlait des coachs, on parlait des administrateurs, mais des officiels, même chose. On n'en a pas tant que ça, des officielles femmes qui arrivent à officier dans des mondes d'hommes ou dans des sports professionnels chez les hommes. Ça commence à peine. Fait qu'il reste énormément de travail à faire, je pense. Mm-hmm. On a une autre question qui vient de Frédéric Terrien qui dit « Que pensez-vous du marketing, la mise en marché de la femme athlète versus l'homme athlète? » Hey, écoute, j'écoutais tantôt Mélodie par rapport au salaire, l'équité salariale puis je t'avoue que je suis un peu ambivalente par rapport à ça parce que pour moi, si tu veux avoir le même salaire, il faut que tu aies les mêmes codes d'écoute, il faut que tu aies le même taux de participation dans tes événements, il faut que tu aies le même nombre d'athlètes qui à la base, ça ta pyramide. La mise en marché du je trouve que chez les femmes, on est un peu trop souvent, malheureusement, dans le côté sexy. On joue beaucoup avec ça, puis je ne suis pas sûre que ça nous sert bien à long terme. Il y a des sports où le marketing, la mise en marché est exceptionnellement bien fait. Le tennis, par exemple. Je crois que les tennis women sont aussi réputés, sinon plus que les tennismen. Et ça, c'est un des rares sports. Patinage artistique en est un autre. Gymnastique en est un autre. Tu as des modèles féminins assez incroyables dans ces sports-là. Mm-hmm. On n'est pas rendu là partout. C'est encore une chose en développement, mais je crois qu'on doit vendre la femme sportive avec les mêmes atouts que l'homme sportif. Et on ne le fait pas toujours, malheureusement. Mm-hmm. Pour toi, Émilie, que tu as vécu beaucoup de campagnes publicitaires, est-ce que toi, ça a été un effet bénéfique? On t'a mis en valeur comme tu sentais que tu devais l'être? Je pense que ça dépend. Il y a des périodes oui, des périodes non, mais en même temps, moi, j'ai jamais vraiment aimé ça, être mis de l'avant. Pour moi, surtout quand j'étais plus jeune, un commanditaire, j'en voulais pas parce que je voulais être capable de me concentrer à 100% sur mon sport. Puis j'avais de la difficulté vraiment à me mettre de l'avant. Puis je trouve des fois ce qui est difficile avec le rôle, le modèle d'un athlète, un athlète doit être parfait. Souvent, selon la vue des gens. Et puis moi, j'avais vraiment de la difficulté à prendre ce rôle-là parce que je crois aucunement que je suis parfaite. Et puis, tu sais, je me souviens encore, une fois, j'étais dans un party, puis il y a une petite fille qui est venue me voir, puis elle était étonnée parce que je mangeais des chips, puis elle se disait les athlètes olympiques pouvaient pas manger des chips, tu sais. C'est très de base, mais quand même, je me sentais comme si je la décevais parce que je mangeais un bol de chips. Mm-hmm. Alors, c'est un rôle que j'ai eu beaucoup de difficultés à endosser. Mm-hmm. À l'heure et demie de l'avant, j'avais de la difficulté, puis le fait d'être dans la même période qu'Alexandre Despatie, j'ai comme pris le fait qu'il soit là pour être capable de rester un petit peu en arrière, mais être un peu présente, parce que, tu sais, si on regarde le parcours à Alexandre, puis mon parcours, on a des parcours qui sont vraiment
très, très, très similaires en termes de performance. Même que, tu sais, sur papier, j'ai des meilleures performances que lui, mais il a été beaucoup plus mis de l'avant. Puis c'est pas... je pense que c'est pas un reproche, c'était vraiment une question de personnalité. Alexandre, c'est quelque chose qui aimait beaucoup être mis de l'avant, parler aux médias. Moi, il y avait une caméra qui rentrait dans la piscine, je partais à courir à l'opposé parce que je voulais pas parler, je voulais me cacher. Alors, tu sais, je pense qu'il y a une partie qu'on doit éduquer, puis ça doit venir de la personne aussi, de la femme. Mais c'est peut-être ça aussi, on a beaucoup vu d'hommes mis de l'avant dans le monde sportif pour faire la promotion d'un événement, d'un produit quelconque. Et en général, peut-être les femmes sont un peu plus gênées ou ont moins été en mesure de parler de leur inconfort sur certaines choses, mais on évolue là-dedans. C'est en voyant des femmes le mettre sur leurs réseaux sociaux, de parler fort, qu'on peut faire ces changements-là. Tellement. Je ne sais pas si tu as vu, ça a passé cette semaine avec les élections, l'image de Kamala Harris avec la petite fille sur le mur. Je ne sais pas si vous l'avez vu circuler, celle-là. T'as la vice-présidente électe en habit qui marche, puis il y a comme son ombre, c'est la petite fille noire. C'est magnifique. Alors, c'est ça, c'est exactement ça. C'est difficile de s'imaginer faire des choses tant qu'il n'y en a pas d'autres qui l'ont fait. Ça devient tellement plus facile tant qu'un coup que tu as le modèle, c'est plus facile. C'est jamais facile, mais c'est plus facile de penser que tu peux gagner une médaille olympique s'il y a quelqu'un proche de toi qui en a gagné une. Si la fille proche de toi, la fille canadienne, elle a ouvert les portes. Et donc, ça reste ça, le développement pour les femmes dans tout, c'est d'être capable d'avoir ces modèles-là, d'en avoir de plus en plus, et d'en avoir de plus en plus aussi qui ne sont pas gênés, qui sont à l'aise avec les médias, qui sont capables de prendre le premier plan et pas laisser nécessairement juste toute la place à l'autre athlète qui a un peu plus ces facilités-là, et à tous les niveaux, au niveau athlète, mais au niveau entraîneur, au niveau administrateur, au niveau officiel. C'est le prochain, je pense que c'est la prochaine étape. Oui, exactement. Ça s'applique à tous les domaines. Là, on parle en particulier de sport, mais tu viens de le dire, Nathalie, ça s'applique à tous les domaines, même avec Kamala Harris, qui va être la vice-présidente électe. Et je veux prendre le temps de vous dire merci d'avoir participé à cette discussion-là. C'est grâce à vous, à votre participation, qu'on est en mesure de mettre de l'avant qu'une position de leader chez les femmes, c'est possible, et qu'on peut continuer à faire parler de ce mouvement-là, d'inclure les jeunes filles à ne pas lâcher le sport à un jeune âge, de par votre parcours sportif, mais votre parcours après le sport aussi. Donc, un gros merci d'avoir fait partie de cette discussion-là. Puis, on va continuer de suivre votre exemple dans ce que vous avez accompli dans votre carrière. Merci beaucoup, Roselyne. Merci à vous. Merci, Roselyne. Merci. Merci à tout le monde.